Bon, bonjour à tous. Je vais commencer par présenter toutes les excuses du président de l'Office universitaire de recherche socialiste, qui aurait dû être à ma place, Alain Bergougnoux, qui malheureusement a un problème de santé et qui ne peut pas être parmi nous, et il en est désolé, donc voilà, il vous prie de bien vouloir l'en excuser. Et donc je suis la vice-présidente de l'Office universitaire de recherche socialiste, je suis également professeure d'histoire contemporaine à l'Université d'Orléans, donc je le remplace au pied levé. Voilà. Alors, une courte introduction d'abord pour vous présenter quand même l'OURS, l'Office universitaire de recherche socialiste, qui est présent à Blois depuis très longtemps, une vingtaine d'années, enfin peut-être même depuis, oui c'est ça, depuis le début. L'Office universitaire socialiste organise régulièrement des débats en lien avec le thème du salon et d'ailleurs a même proposé souvent des numéros de la revue en lien avec les thèmes choisis par le salon. Donc je vais bien dire le numéro du stand, numéro 16, que vous trouverez au Salon du Livre. Alors, l'Office universitaire de recherche socialiste a pour principe d'aborder les questions contemporaines sans perdre de vue la dimension historique. C'est non seulement un centre d'archives, mais un centre de réflexion qui a des liens très très forts avec les universitaires depuis de très nombreuses années et qui a accueilli beaucoup d'étudiants qui faisaient des recherches et qui ne sont plus étudiants au bout d'un certain nombre d'années, évidemment, et qui finissent par devenir des professeurs d'université. Voilà, donc il faut le noter parce que tous les partis politiques ou forces politiques ne se sont pas forcément dotés d'institutions aussi ouvertes sur le monde universitaire. Donc je tenais à le signaler. Alors bien sûr, quand le thème gouverné a été annoncé, l'OURS s'est tout de suite dit qu'il fallait faire quelque chose. Alain Bergougnoux, donc, qui aurait dû être là, a écrit, vous le savez, avec Gérard Grimberg, en 92, un livre important, Le long remords du pouvoir, le Parti socialiste français, 1905-1992. Et à l'occasion du centenaire, en 2005, ils l'ont republié, ils ont repensé leur livre. C'est devenu l'ambition et le remords, les socialistes français et le pouvoir. Et donc, bien sûr, ils ont montré que les socialistes, une fois au pouvoir, et même en amont d'ailleurs, puis il y aura un débat ensuite entre nos invités, ont toujours entretenu quand même une certaine relation méfiante, voire presque contrite, avec le pouvoir. Alors cette carte blanche, c'est gouverner à gauche, point d'interrogation. Alors à gauche, ce ne peut pas être que les socialistes, bien entendu. Je vous rappelle qu'avant le Front populaire, la gauche au pouvoir, c'était plutôt les radicaux. Et puis au moment du Front populaire, il y a donc les radicaux, les socialistes, les communistes qui ne souhaitent pas participer, le soutien sans participation. Après la Seconde Guerre mondiale, le Parti communiste devient le premier parti de France, il domine la gauche. Puis il y a la guerre froide, la crise du 4 mai 1947, qui met fin au tripartisme. Et il n'y a plus de ministre communiste jusqu'en mai 1981. Si l'on réfléchit bien, finalement, il y a eu le gouvernement Mendès en 54-55, mais le dernier gouvernement vraiment à coloration socialiste, c'est le gouvernement Guy Mollet, février 56, juin 57, qui a peut-être, pour des raisons diverses, laissé dans les mémoires plus le souvenir de sa gestion de la guerre d'Algérie que de ses réformes de gauche. Donc à partir de mai 81, la gauche, pour la première fois, va devoir gouverner dans la durée. A-t-elle gouverné à gauche? Qu'est-ce qui, dans une vie politique française, à l'époque très bipolarisée, différencie une politique de gauche d'une politique de droite? Donc l'OURS a souhaité réfléchir à ces questions à l'aide de deux invités qui ont un statut différent. Excusez-moi. D'une part, l'historien Nicolas Rousselier, qui enseigne l'histoire contemporaine à Sciences Po, qui va donc amener son regard d'historien sur ce qui se passe quand la gauche arrive au pouvoir, ce qui la distingue dans sa gouvernance, dans sa pratique. Alors, Nicolas Rousselier a autrefois soutenu sa thèse sur le Parlement de l'éloquence, la souveraineté de la délibération au lendemain de la Grande Guerre, qui a été publiée aux presses de Sciences Po en 1997. Et puis surtout, il a publié dans la belle collection Gallimard La force de gouverner, le pouvoir exécutif en France 19e, 21e siècle, il y a maintenant 5 ans, 2015. Et on me dit de bien rappeler que tu avais accordé un entretien dans l'avant-dernier numéro de la revue de l'OURS, toujours en vente au stand numéro 7, vous l'aurez compris. Voilà. Alors notre deuxième invitée, vous la connaissez bien sûr, c'est Najat Vallaud-Belkacem, qui elle va apporter
son retour d'expérience, mais aussi, je pense, sa réflexion sur qu'est-ce qu'une gouvernance de gauche. Je rappelle qu'elle a occupé le ministère des droits des femmes de 2012 à 2014, tout en étant le porte-parole du gouvernement, et puis qu'elle est devenue ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche jusqu'en 2017. Alors aujourd'hui, vous dirigez une ONG, One, qui lutte contre la pauvreté et les maladies évitables en Afrique. Vous essayez de sensibiliser le grand public à toutes ces questions et d'être un levier, je pense. Voilà. Par ailleurs, vous êtes directrice de collection qui s'intitule Raison de plus chez Fayard, une collection d'essais avec des chercheurs. Et c'est là notamment que notre collègue Christophe Prochasson a publié Voyage d'un historien à l'intérieur de l'État, où il fait son retour d'expérience de François Hollande. Vous venez de publier dans la collection Trac chez Gallimard, avec la philosophe Sandra Logier, La société des vulnérables, leçon féministe d'une crise, qui est présentée au Salon du Livre. Et vous êtes donc retourné à la vie civile. Alors vous nous direz si c'est une leçon que vous avez tirée de votre période au gouvernement, vous direz ce que vous en pensez. Et donc vous réagirez après le propos de Nicolas, et Nicolas Rousselier à son tour réagira à votre exposé. Voilà, donc on vous laisse 20 minutes la parole chacun, mais vous pouvez rebondir comme vous le souhaitez. Et les questions, bien sûr, après à la salle, bien entendu. Mais, bonjour à tout le monde, merci d'abord pour cette invitation. Alors je vais essayer dans la vingtaine de minutes de faire à la fois un exercice scolaire, dans le sens du mot, et tout en essayant de mettre un peu de grain de sel et d'inviter à la réflexion. La question que nous nous posons aujourd'hui, c'est gouverner à gauche. C'est une question, puisqu'il y a un point d'interrogation à la fin de gouverner à gauche. Et en préparant le sujet, je me suis dit qu'il y avait certes la première question, celle qui est posée, c'est quelles sont les caractéristiques de cette relation. On a cité le livre classique de Alain Bergogneau et Gérard Grimbert. Quelles sont les caractéristiques donc, classiques du rapport compliqué de la gauche au pouvoir qui dure. Ce n'est pas simplement la conquête du pouvoir, mais c'est le pouvoir qui dure. Donc ça, c'est la première question que je vais traiter dans une première partie. Qu'est-ce que gouverner la gauche historiquement? Mais je crois qu'il y a aussi une deuxième question qui apparaît, j'allais dire, un petit peu en second couteau, après la première question, et qui est la question, je pense, posée aujourd'hui, à savoir, qu'est-ce que gouverner? Est-ce que, avant même de savoir si c'est à gauche, à droite, au centre-gauche, au centre-droit, macronisme, socialisme, nouvelle manière, écologisme ou quoi que ce soit, la question est posée dans la situation actuelle, est-ce qu'il n'y a pas de toute façon un préalable à la question gouverner éventuellement à gauche? Et la question préalable, c'est qu'est-ce que c'est que gouverner peut-être par rapport à une situation que l'on peut ressentir, le ressenti a toujours tort et raison en même temps, mais une situation que l'on peut ressentir comme ingouvernable dans la France, la société française fracturée. Alors, premier moment, rappeler un certain nombre de choses sur gouverner à gauche que je prendrais dans l'histoire républicaine. Donc, ce qui est assez logique, puisque de toute façon, sauf erreur de ma part, on ne peut pas vraiment classer à gauche des gouvernements qui auraient eu lieu sous la Restauration, la monarchie de Juillet et le Second Empire. Sauf peut-être en bout de course, ça c'est pour la fine bouche pour discuter, le gouvernement Émile Ollivier qui était un républicain, mais considéré par un traître comme les autres républicains. Bon, bref, la question se pose pour première, deuxième, troisième, jusqu'à la cinquième république. Alors, cette question est classique. On a rappelé le livre. La question est classique et en même temps, elle a été l'objet d'une sorte d'image, on peut dire un cliché, qui est très fréquent à gauche, que quelqu'un de gauche va partager avec quelqu'un de gauche, cette idée que la gauche ne gouverne que sur de courtes périodes, riches, héroïques, par brèche, par effraction. Tout ça, c'est un vocabulaire classique de la gauche, qui fait que, en tout cas, jusqu'à une période récente, on peut se souvenir quand on était nous-mêmes étudiants, tout sujet d'exposé sur la Commune de Paris
qui était soumis aux enchères d'un groupe d'étudiants dans un TD, partait comme un petit pain, si je puis dire. Donc le gouvernement de la Commune de Paris est resté pendant très longtemps un objet de fascination. Autre type de fascination, aussi le Front populaire. Or, l'un comme l'autre, pour des raisons institutionnelles, c'est le thème principal que je vais développer, le rapport à l'institutionnel, au gouverner dans le temps, c'était des échecs dans la durée, et c'est quand même beaucoup moins facile de faire des réformes de structure quand on reste un an au pouvoir, juin 36, juin 37, que si on avait pu avoir un gouvernement de législature. Donc il y a, si vous voulez, une valorisation des expériences, pratiquement, paradoxalement, plus elles sont courtes, mieux c'est. Un peu l'inverse de l'amour. Bon. Donc, si je peux permettre une blague au début d'après-midi. C'est pas mon genre. Voilà. Donc, vous voyez, plus c'est frappant, mieux c'est. Et en même temps, cette façon complaisante à gauche de se valoriser dans des expériences supposées fortes, c'est-à-dire que finalement, on mesure un caractère révolutionnaire, on l'indexe à sa force, mais aussi à son caractère éphémère. Il y a une part de complaisance. La première chose, et Noéline y a fait allusion, la première chose que l'on veut dire scolairement, donc c'est un peu rabat-joie, c'est que la gauche, elle a eu des longues périodes de pouvoir. 1877 à 1919, la gauche pouvait sans interruption. Sauf que c'est la gauche, même pas encore radicale au début, opportuniste, le mot est péjoratif, avant d'être revisité par Claude Nicolas, il était longtemps péjoratif. C'est des républicains barbus, c'est des républicains qui ne transforment pas la société, encore qu'on pourrait discuter sur la transformation de la société liée aux réformes scolaires et à la loi de séparation, mais en gros, ce n'est pas la transformation de la société telle qu'elle est proposée à la même époque par la doctrine socialiste. Donc, il y a un oubli sur ce long gouvernement de gauche, si vous voulez, qui est quand même assez en bas du radar, c'est-à-dire à petite dose, à dose homéopathique, a été la gauche au gouvernement de Gambetta à Waldeck-Rousseau, si vous voulez. Mais aussi, à gauche, on a caché ce gouvernement que je ne saurais voir. Et ça, c'était le gouvernement Mollet, par exemple. Donc, dans les expériences courtes et malheureuses, on a aussi fait le tri. Donc une certaine complaisance à l'égard aussi, et j'hésite à dire le mot culte, mais si vous voulez, en tout cas, les références, les grands portraits qu'on a dans la tradition socialiste de perdants magnifiques, Blum, Mendès, et peut-être aussi Rocard, pour ceux qui l'apprécient. Alors, tout ceci, je pense, cache quelque chose de plus profond. Je pense que si la façon de penser gouvernement, la façon de penser gouverner à gauche est inscrite dans le mythe des 100 jours, c'est parce que c'est la manière de concevoir que des changements radicaux, puisqu'ils représentent, la conséquence d'un mouvement social inscrit dans une nécessité de l'histoire, il n'y a pas de raison qu'on les saucissonne et que ça se fasse par une très longue réforme qui serait très longuement discutée. C'est-à-dire, l'historicisme de la gauche, et c'est logique, amène à penser qu'au moment du gouvernement, tout est clair, tout est radical, et finalement tout peut se faire par des changements structurels. La gauche ne pense pas le constitutionnalisme. La gauche ne pense pas à la politique comme une forme d'institution qui a sa propre valeur, qui consisterait à dire, bon, bah, on gouverne, on prend le gouvernail, et puis on fait avancer le navire en fonction des circonstances. Non, la gauche n'est pas un constitutionnalisme, elle est un programme. Donc tout est dans le programme. Et d'ailleurs, la pensée politique et organisationnelle de la gauche, surtout celle des socialistes, elle porte sur l'avant, avant le gouvernement. Le premier livre de Léon Blum portait sur les congrès ouvriers. Il y a donc une très riche pensée qu'on pourrait appeler constitutionnelle à l'heure de penser le parti, l'organisation, le congrès, la fédération, le programme, et il n'y a pratiquement rien à partir du moment où il y a gouvernement. Bien sûr, il y a des programmes socialistes ou de gauche
des paragraphes qui concernent les institutions, mais si vous grattez, vous vous rendez compte que beaucoup de ces paragraphes sont repris au centre-gauche ou au centre-droit. Par exemple, il est courant à gauche, j'en fais partie, des personnes qui, si vous voulez, défendent la tradition parlementaire, même encore aujourd'hui. Bon, et le paragraphe qu'on connaît dans les programmes socialistes depuis les années 1970 sur il faut redresser, rénover le Parlement, c'est un paragraphe classique, mais le parlementarisme n'a pas été inventé par la gauche. Le parlementarisme, c'est une invention dans sa technique, dans sa conception de la monarchie parlementaire, de restauration monarchique. Voilà, donc je dirais que tant qu'il y a un programme fort qui est fait de promesses d'un changement social radical, d'une certaine manière, le reste vient de surcroît. Si vous voulez, la manière de penser à gauche le gouverner, c'est un fruit mûr qui tombera de lui-même. C'est-à-dire que le programme est tellement fort que le gouvernement, la politique, peut être considéré comme une puissance instantanée. Un gouvernement performatif. Je caricature un peu là. Mais il suffit d'avoir inscrit dans un programme, après de longues réflexions, la radicalité des réformes pour que, une fois que ce programme a été élaboré, il doit s'en suivre. Puisque le peuple, évidemment, le peuple 1, est derrière et soutient ce fait de gouverner. Donc, c'est ça, je pense, la caractéristique la plus profonde qui a longtemps été la caractéristique de la tradition de gauche. L'autre aspect de gouverner à gauche, l'autre grande caractéristique, outre ce caractère en partie fantasmatique sur le fait de gouverner, c'est que, et c'est une autre manière de ne pas être dans le constitutionnalisme, c'est de considérer que gouverner à gauche ne concerne pas seulement les institutions et le gouvernement au sens étroit du terme. Gouverner à gauche est toujours pensé comme une manière de gouverner avec autre chose que les institutions de l'État. Gouverner à gauche a toujours été considéré comme gouverner avec les syndicats, les corps intermédiaires, la concertation, la cogestion, éventuellement l'autogestion. Autant de thèmes qui ont longtemps marqué la notion de gouverner à gauche. Si on reprend le fameux livre, le petit livre de Mendès France, La République moderne, il est là aussi frappant de voir que, au fond, Mendès France, opposant à la Ve République, pour les partis qui concernent la Constitution, le constitutionnalisme, il n'y a pas grand-chose. Il croise les doigts pour qu'une république parlementaire et le parlementarisme puissent enfin accoucher d'un gouvernement de législature. C'est qu'on puisse enfin trouver le miracle républicain et de gauche, le miracle qui consisterait à avoir une majorité disciplinée qui soutient un gouvernement pendant 4 ans. Mais il n'y a pas réellement les moyens qui sont indiqués pour le faire. Outre peut-être la discipline de parti. Or, manque de chance, il est un des leaders du parti radical, il n'en est même pas le chef, et il suscite énormément de jalousie dans son propre parti, et il sera trahi par son propre parti dans la majorité en accordéon. C'est pour ça qu'il a duré seulement 7 mois. En revanche, la République moderne est très riche pour penser le fait de gouverner à l'échelle de la société tout entière, c'est-à-dire d'intégrer des associations, donc il y a déjà le thème de la deuxième gauche, intégrer les représentants de la société civile. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu une ligne de fuite, c'est-à-dire gouverner à gauche, c'est toujours de certaine manière faire la quasi-impasse sur ce que c'est que gouverner, mais en revanche, la gauche est toujours très bavarde sur la... Et pourquoi pas, c'est pas négatif, gouverner en étendant le champ, en étendant la juridiction du politique, pas au fond, sur pratiquement l'ensemble de la société civile. Alors, deuxième question, ça va, j'ai du temps? J'ai du temps. Bon, ok. Donc, deuxième question, qui je pense est plus actuelle, gouverner, j'enlève à gauche et je pose le point d'interrogation juste après gouverner. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est toujours possible? Dans l'expression gouverner à gauche, je fais un rêve, hein, je suppose pendant 2 secondes que le mot gauche est assez clair aujourd'hui.
mais que le doute, un doute supérieur, porte sur le sens concret de gouverner. Pourquoi? Parce que, d'ailleurs, ça vaut aussi pour des gouvernements de droite, hein, je veux dire des gouvernements de droite, au fond, progressistes eux-mêmes, pendant les 30 Glorieuses, qui eux aussi pouvaient avoir, par exemple, une politique industrielle. Donc pendant un bon moment, alors est-ce qu'on peut dire de 1936 à 2002 environ, donc ça dépasse même les 30 Glorieuses, gouverner, que ce soit droite, gauche ou centre, est identifié, et soyons concrets, gouverner ce sont des instruments. Instruments de gouverner dans cette période-là, une politique de crédit, une politique monétaire. Vous avez un instrument de politique monétaire si la monnaie est nationale, si la banque centrale est nationale. Gouverner la société, le social, le logement, gouverner l'industrie, politique industrielle. C'est possible si le secteur public est encore assez important et en bon état de marche. Gouverner le crédit, je l'ai dit. Donc, tous ces instruments ont soit disparu par transfert, hein, par mercato de la France à l'Union européenne, soit ont très largement diminué. D'où le fait que, si vous voulez, au fond, la vraie question que se pose la gauche, probablement plus encore que la droite, c'est que c'est une question, comme on dirait en technique parlementaire, une question préalable, hein, une motion préalable. Avant même de se dire si on va pouvoir utiliser des instruments vers la gauche, faut-il savoir si ces instruments existent. Et qu'est-ce que c'est que gouverner aujourd'hui? D'où des questions qui, à mon avis, sont les vrais déchirements de la gauche depuis 20 ans, puisque certains, c'est une sorte de logique pratiquement mécanique, peuvent dire, avant d'envisager la gauche, il faut peut-être commencer par rétablir des instruments dignes de ce nom, par exemple, la souveraineté. D'où une tendance anti-européenne, ou en tout cas très eurosceptique. Et c'est ça la vraie déchirure, peut-être. C'est que si on dit, vous voyez ce que je veux dire, si on dit la première chose à faire, c'est par exemple rétablir une souveraineté sur le protectionnisme, par exemple, effectivement, ça peut être conçu, je dis bien encore, de manière logique, comme un préalable. Ou bien la gauche continue à se situer dans sa tradition, parce que c'est quand même effectivement la tradition de la gauche d'être pour un mouvement européen, pour l'internationalisme, et à ce moment-là, on continue dans ce sens-là. Mais on dépouille les instruments dont on s'était servi de manière très forte pour mettre en place l'État-providence, le modèle social français. Donc je crois que c'est de ce dilemme-là dans lequel nous sommes le plus. Donc en conclusion, là c'est pour envoyer le ballon à Natchat, je crois qu'il y a effectivement peut-être ces trois questions sur le gouvernement à gauche. Alors, vous l'avez compris, j'ai essayé d'expliquer ce que c'était que gouverner à gauche. Il y a la notion de gouvernement de gauche, mais il y a d'abord peut-être gouverner la gauche. Alors, est-ce que c'est possible aujourd'hui de former, d'avoir un gouvernement viable pour élaborer les alliances nécessaires? Peut-être donc l'alliance est une forme d'unité nécessaire dans la gauche telle qu'elle existe aujourd'hui. On a historiquement un fait assez nouveau. Le PS a perdu sa place numéro 1, donc il faut penser des nouvelles alliances dans un nouveau tiercé, avec la concurrence des Verts. Les Verts sont-ils capables de se gouverner eux-mêmes? C'est pas sûr. Bon, il y a un maire quelque part dans le sud-est de la France qui visiblement tire des scuds sur celui qui est supposé être le futur candidat. Donc c'est compliqué pour eux, ça l'a toujours été. C'est une preuve d'ultra-démocratie dans la fonction de leur parti, mais c'est pas forcément facile. Deuxième question, avant même de se poser la question de gouverner, il faut se poser la question de gagner les élections. Donc là aussi, gagner les élections, c'est de plus en plus compliqué dans la bifurcation démocratique dans laquelle nous sommes, la bifurcation entre des élections locales, on va dire facilement gagnables. Je dirais, je ne suis pas moi-même candidat à l'élection de Marseille, et donc Michel Rubirola a eu beaucoup de mérite à former sa coalition et à gagner la mairie de Marseille. Mais donc, on peut avoir cette impression que c'est relativement encore faisable de gagner les élections à gauche dans la partie
la première moitié du millefeuille électoral. Mais quid de l'élection suprême, la présidentielle? Puisque là, depuis maintenant 10-15 ans, la présidentielle ouvre mécaniquement aux législatives, donc accorde une majorité. Donc le jackpot qui consiste à gagner l'Élysée et puis ensuite d'avoir un parti très fort en nombre, parce qu'on ne peut pas dire que la République en marche soit un parti très fort, mais au moins en nombre à l'Assemblée, est-ce que c'est possible en 2022? Et puis une fois que ces deux préalables seront résolus, bon bah, voilà, se posera l'énigme fondamentale de gouvernabilité dans la France des années 2020, à savoir, bon, je me répète, c'est-à-dire le programme de gauche, oui, mais si on le voit dans toutes les démocraties contemporaines, si le gouvernement, en fonction de circonstances, dont on peut avoir l'impression que ces circonstances se bousculent, que ces circonstances deviennent folles, il y a des crises financières, il y a une pandémie dont le virus est surprenant presque tous les jours. Donc, si les circonstances sont plus fortes que les programmes et que vous êtes au gouvernement, il ne faut pas gagner. Je veux dire, il faut faire canoë-kayak, il faut faire Tony Estanguet. Il faut pouvoir quand même gérer les affaires courantes. Forcément, gérer les affaires courantes, ça fait oublier, ça fait mettre de côté une partie de son programme, parce que vous chopez une crise financière, vous chopez un effondrement de ceci ou de cela. Donc, voilà. Donc, c'est aussi cette question-là qui m'intéresse, c'est de savoir si finalement les hasards et l'infortune de la gouvernabilité ne vient pas maintenant en fait, remettre en cause l'idée même d'un projet de gauche. Merci Nicolas. Je crois que tu as bien résumé les enjeux actuels, mais je dirais que finalement, on les avait déjà à la veille du Front populaire. Tout le monde a dû songer en t'écoutant tout à l'heure à cette acculturation assez difficile au parlementarisme et au fameux « tout est possible » de Marceau Pivert, qui évidemment était fort déçu de la manière dont Léon Blum avait distingué l'exercice de la conquête du pouvoir. Voilà, donc ça m'y faisait fortement penser. Je me disais que somme toute, peut-être on avait déjà eu des expériences qui ressemblaient à celles d'aujourd'hui. Je laisse la parole bien sûr à Najat Vallaud-Belkacem. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer à mon tour de revenir sur quelques-unes des leçons que j'ai retenues. Alors pardonnez-nous parce qu'avec un masque c'est pas simple, de temps en temps on a le sentiment d'étouffer, mais bon. En tout cas, je suis vraiment néanmoins ravie d'être là et de participer à cette conversation. C'est vrai, comme le disait Noéline, que le parcours qui a été le mien et qui a consisté à partir de 2017 finalement à prendre du recul avec une vie politique active, je dis bien avec une vie politique active parce que je considère que c'est pas parce qu'on n'a pas de mandat qu'on ne fait pas de politique et en réalité de ce point de vue, j'ai jamais quitté la politique, mais en tout cas avec tout mandat. Ce recul-là qui m'a permis notamment d'aller faire un tour dans le secteur privé, dans le monde ce qu'on appelle les enquêtes d'opinion, c'est-à-dire de comprendre ce qui se passe exactement dans les opinions mondiales, d'ailleurs pas simplement en France, sur un certain nombre de grands sujets, de comprendre aussi les biais cognitifs qui sont à l'œuvre et qui expliquent un certain nombre de nos perceptions et l'inaudibilité parfois d'un certain nombre de discours politiques, et en particulier les discours de la gauche. Cette expérience-là, d'une part, donc, dans le secteur privé, puis l'expérience actuelle dans le secteur des ONG, comme vous le rappeliez, Noéline, tout à l'heure. Et puis, évidemment, aussi, ce que j'ai décidé de faire en lançant une collection d'essais chez Fayard, donc la collection Raison de plus, qui donne la parole à des chercheurs sur des sujets qui font souvent l'actualité du débat politique, mais qui sont rarement traités par des chercheurs eux-mêmes sur les plateaux télé quand le sujet arrive dans l'actu. Eh bien, tout ça m'a conduit à relire l'expérience de 2012 à 2017, disons, avec un regard peut-être plus frais, parce que la vérité, c'est que, vous ne l'avez pas dit, Nicolas, mais il y a aussi une constante, c'est que quand on est en train de gouverner, on est comme un hamster dans sa roue, en train de tourner en permanence, et vous avez pris l'image du canoë-kayak, et c'est vrai qu'il y a quelque part, c'est pas au moment où on prend le pouvoir qu'il faut commencer à réfléchir, ça c'est clair, c'est la première leçon, il faut avoir bien préparé tout ça en amont. Donc, pour ne pas dépasser le temps qui nous est imparti, je dirais qu'il y a 5-6 points sur lesquels j'aimerais bien revenir. Le premier point, pour répondre à votre question, gouverner à gauche,
c'est que d'abord il faut commencer par l'élection. Par définition, si la gauche est amenée à gouverner, en général, c'est qu'elle a été élue. C'est qu'elle a été élue sur des idées, un programme de gauche, par des électeurs de gauche, et puis par des gens qui se sont laissés convaincre. Quand vous arrivez au pouvoir, les conditions de cette élection comptent énormément. Et plus encore, ce qui compte énormément, c'est la période qui a précédé l'élection. Et vous serez d'accord avec moi. La gauche était-elle préparée intellectuellement, sur le plan politique, dans ses rapports avec ses partenaires, sur le plan des hommes et des femmes qui vont l'incarner, était-elle préparée concrètement à former un collectif qui soit un collectif loyal, solidaire, prêt à travailler? Et je le redis, tout ça décide intimement de la façon dont vous allez gouverner une fois que vous êtes au pouvoir. Et c'est pour ça que je crois autant à l'importance de ce qu'on est quand même quelques-uns à essayer de faire en ce moment, ce travail, qui est souvent un travail dans la dentelle, avec y compris d'autres forces politiques de gauche, au-delà du Parti Socialiste, pour essayer de préparer tout ça. Parce que je pense, pour y répondre, qu'en 2012, nous n'y étions pas prêts. Nous n'y étions pas prêts, et que cela explique pourquoi, finalement, assez peu de temps après notre accession au pouvoir, que ce soit sur des sujets aussi divers que nationaliser ou pas nationaliser une entreprise, encadrer ou pas les loyers, quid du nucléaire, la taxation à 75%, est-ce qu'elle était vraiment comprise et comment dire, et revendiquée par tous ou pas franchement? Enfin, tous ces sujets-là, on voit bien qu'il y a eu toute une zone de flou et donc d'inconfort qui s'est traduit, pour reprendre à l'époque les mots de la presse qui étaient souvent caricaturaux, mais enfin bon, ils sont restés, par des couacs à répétition. Je dis bien que c'était caricatural parce que la vérité c'est qu'avec le gouvernement actuel on en a bien plus des couacs, mais qu'on ne raconte plus ce récit-là. Bon. Mais il n'en reste pas moins qu'il y avait en effet quelque chose qui relevait d'un manque de préparation commune à exercer loyalement en collectif et en équipe. Et de ce point de vue, peut-être que la période historique qui témoigne le mieux d'une préparation réussie, eh ben c'est la gauche plurielle de Lionel Jospin. Alors ce qui fait mal au cœur, c'est que du coup, elle se terminera par une élection présidentielle perdue. Mais on peut néanmoins dire qu'à ce moment-là, on était prêt à gouverner à gauche d'une façon qui, même si elle n'a pas été parfaite au regard du résultat du 21 avril 2002, reste quand même encore aujourd'hui dans nos mémoires comme un motif de fierté. Donc je pense vraiment que ce qui se passe avant, à minima dans les 2 ans précédant une élection présidentielle, est absolument essentiel pour la façon dont vous allez réussir à gouverner à gauche. Et par rapport à 2012, il y a un domaine néanmoins où il me semble qu'on avait réussi à faire cela, c'est le domaine de l'éducation. Je tiens quand même à le dire parce que je sais que beaucoup de gens ont oublié cette période, mais enfin les rencontres de Bobigny avaient préparé très largement avec la société civile, avec les syndicats, avec les forces politiques de gauche, ce qu'allait être le projet éducation qui s'en est ensuite. Je ne dis pas qu'ensuite tout a été facile et qu'il n'y a pas eu d'erreur, il y en a eu évidemment dans la réalisation des choses, mais sur le fond, d'ailleurs, je ne crois pas qu'on nous fasse de procès en trahison à gauche sur ce qui a été réalisé en matière d'éducation. La deuxième remarque rapide que je voulais ajouter, c'est que la gauche, une fois au pouvoir, ne réussit que si elle s'appuie sur un rapport de force sociale. Et ça, c'est parfois quelque chose qu'on a tendance à oublier. Concrètement, ce que j'appelle un rapport de force sociale, ça veut dire que en fait, la gauche au pouvoir doit rechercher l'implication populaire, le lien avec les acteurs de la société civile, le terrain, les syndicats, les ONG. Que la gauche au pouvoir doit offrir un débouché à des aspirations sociales, qu'elle doit donner une voix aux plus faibles dans chaque domaine. Parfois, la facilité, le confort, c'est de se reposer en quelque sorte sur les relais de la gauche intellectuelle, c'est-à-dire les universitaires, les journalistes, et de se dire « ça suffit ». En fait, ça ne suffit absolument pas, ça compte évidemment, mais on a absolument besoin de ce relais social, de ces forces sociales qu'il faut beaucoup plus associer à nos décisions. Je ne suis pas en train de dire qu'entre 2012 et 2017, on ne l'a pas fait. Honnêtement,
quand on organisait des conférences sociales, par exemple, si vous vous en souvenez, on était même à l'époque assez brocardé. Je me souviens que François Hollande s'était pris un certain nombre de critiques aussi sur le mode ça réfléchit trop, ça concerte trop. Aujourd'hui, je pense que les mêmes qui nous brocardaient ainsi, finalement, le regrettent avec la présidence jupitérienne, parce que c'est quand même un tout autre modèle. Mais je pense qu'en fait, on peut aller plus loin. On peut aller plus loin parce que les conférences sociales, finalement, elles aspiraient à créer à la fois de l'expertise et du consensus, avec un certain nombre d'acteurs qui étaient les organisations syndicales et les partenaires, et les organisations patronales, pardon, avec les partenaires sociaux. Je pense que nous devons aller plus loin sur bien d'autres sujets où les associations de quartier, les associations de terrain devraient être davantage associées. Et il ne s'agit pas, ce faisant, simplement de déminer le terrain, comme c'est souvent présenté, vous savez, quand on fait de la consultation. C'est pas seulement déminer le terrain, mais vraiment partager la décision, tenir compte des aspirations qui remontent de ce terrain, je pense. Et c'est d'autant plus vrai et d'autant plus nécessaire pour la gauche, peut-être plus que pour la droite lorsqu'elle gouverne. Pourquoi? Parce que je pense que nous avons le devoir à gauche de gouverner par la confiance dans les individus, à tout point de vue, économique, social, culturel, politique. Nous avons vocation à exercer le pouvoir pour créer de l'autonomie. Vous savez, c'est notre fameuse priorité donnée à l'émancipation des individus. Nous avons vocation à exercer le pouvoir pour créer de l'autonomie et de l'indépendance, de la liberté pour chacun. En même temps, bien sûr, que concrètement, eh bien, on organise et on invente de nouvelles coopérations et de nouvelles solidarités par les politiques publiques. Mais moi, je crois vraiment que ça, il faut qu'on renoue avec cette idée que la gauche au pouvoir, eh bien, elle est aussi là pour réaliser un partage du pouvoir réel. Vous voyez, qu'elle n'est pas là pour confisquer le pouvoir lorsqu'elle l'a, qu'elle le partage, que sitôt arrivée au pouvoir, elle pense à comment est-ce qu'on le partage. Et partager réellement le pouvoir, c'est pas de la simple consultation à nouveau, hein, c'est beaucoup plus puissant que des exercices ponctuels de démocratie directe comme on connaît aujourd'hui. C'est vraiment miser sur la capacité des individus à s'organiser, à se rassembler, à s'associer pour travailler et inventer des choses par eux-mêmes. C'est un peu ce qu'on retrouve, si vous voulez, pour ceux qui connaissent un peu l'économie sociale et solidaire, parfaitement dans ce monde-là, qui est une belle illustration de ce que j'appelle partager le pouvoir et finalement donner de l'autonomie et de l'indépendance et de l'émancipation aux individus pour créer. Et je pense qu'on est en train de traverser une période, notamment avec la question du défi climatique, où c'est de cela que la société a besoin. Elle a besoin aussi que les innovations qui viennent du terrain soient reconnues comme du véritable pouvoir à part entière et pas simplement d'être de temps en temps consultées. De ce point de vue, je pense que quand on se penche sur les septennats de Mitterrand, c'est peut-être là qu'on trouve le lien le plus fort qui était maintenu, semble-t-il, de la part de cette gouvernance-là, avec le Parti socialiste, avec des organisations diverses dans les différents milieux du terrain, et que depuis, peut-être que ça manque et que ça a contribué à donner cette impression d'un isolement du pouvoir. Le troisième point sur lequel j'insisterai, c'est que quand on gouverne à gauche, il ne faut pas perdre de vue, mais je crois que Nicolas vous l'avez dit, il ne faut pas perdre de vue l'objectif de transformation sociale. C'est-à-dire, par définition, gouverner avec le plus de fidélité possible avec ce que vous avez incarné dans le moment de conquête du pouvoir. Et en particulier, en tout cas dans ma conception des choses, la vocation de la gauche, c'est de protéger évidemment les plus pauvres, les classes populaires, quelles que soient les circonstances. Donc, la gauche, une fois au pouvoir, doit, en particulier pour ces classes populaires-là, véritablement changer les choses. C'est ça la transformation sociale. La vocation de la gauche, c'est de porter un projet émancipateur, je le disais tout à l'heure. Et donc, pour ce faire, elle ne peut pas se contenter de chercher à tout prix à conserver le pouvoir ou à l'occuper en permanence. Quand la gauche l'occupe, ce pouvoir, quelque part sans raison clairement définie, autre que de le conserver, eh bien, elle favorise les reniements ou les régressions.
Et à ce sujet, je voudrais m'arrêter un instant parce que, pour le coup, c'est une expérience que nous avons faite entre 2012 et 2017. C'est parfois tentant, quand on est au pouvoir, de gouverner, parfois en allant contre son camp, en pensant que, puisqu'on est en responsabilité, par définition, on est le gouvernement de tous. Et alors, on a envie de donner des gages à celles et ceux qui n'ont pas voté pour nous, et leur donner confiance. Ce qui n'est pas dans le fond quelque chose de scandaleux, mais justement, je voudrais revenir là-dessus, parce que il y a une forme de facilité, alors qui peut s'installer, qui consiste à penser qu'on peut aller, y compris très loin dans ce sens, parce que ça nous donne une image de courage, d'indépendance, de liberté d'esprit, à peu de frais. Ce faisant, en fait, vous allez chercher les félicitations de vos adversaires politiques et vous bravez le mécontentement de vos amis. Et c'est des choses qu'on a pu voir. Je pense qu'il faut faire extrêmement attention à ça. Et c'est justement avec ça que la gauche doit en finir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher à rassembler, y compris les gens qui n'ont pas voté pour vous, bien sûr. Je pense qu'il ne faut pas choisir ce chemin qui vous conduit à un moment donné à vous dire voilà, ça me rendra encore plus puissant de braver complètement mon propre camp pour aller dans le camp inverse. Et évidemment, ici, je n'ai pas besoin de donner des exemples précis. Vous avez tous en tête des choses comme la déchéance de nationalité, comme naturellement le CICE d'une certaine façon dans un certain nombre de lacunes qui furent celles du CICE. La loi travail dans un certain nombre de lacunes qui furent celles de la loi travail également. Je pourrais même ajouter à titre personnel d'ailleurs que, compris sur un sujet comme celui des migrants, nous aurions sans doute pu aller un peu plus loin pour être complètement en phase avec la gauche qui était la nôtre. Mais bon. Donc il faut faire attention à ça parce qu'il y a parfois un confort, justement, à vouloir se prétendre moderne, à vouloir englober, embrasser plus largement que sa seule famille politique, et ce faisant, en fait, ne plus être dans ce travail de transformation sociale qui était celui pour lequel on avait été élu. Cette tentation de se faire finalement une image de modernisateur ou de réformateur à peu de frais, on la retrouve, alors c'est pas la gauche, mais on la retrouve aussi dans la gouvernance d'Emmanuel Macron. Vous vous en souvenez, même si c'est pas la gauche, il y a quand même beaucoup de gens chez lui qui viennent de la gauche, et vous vous en souvenez, cette réforme du statut des cheminots dont il a voulu faire la grande victoire politique de son quinquennat, honnêtement, c'est absolument illustratif de ce que je viens de dire, c'est-à-dire que en fait c'est une victoire, enfin une victoire entre guillemets, hein, ça n'en est pas une en l'occurrence, mais pour lui c'était symbolique, c'était une marque de puissance avant tout, c'était cette idée qu'il avait réussi à faire passer les choses en écrabouillant les syndicats concrètement. Et ce qui est très étonnant, c'est que chez un certain nombre de députés ou de ministres venant de la gauche et se retrouvant aujourd'hui dans la Macronie, on assistait comme à une forme de jouissance de pouvoir, en effet, mener cette bataille contre soi-même, contre son histoire, contre ses valeurs, contre ses amis ou camarades passés. Je pense vraiment que là, il y a quelque chose à réfléchir sur, parfois, alors c'est presque de la psychologie qu'il faudrait convoquer, mais pourquoi est-ce qu'on ressent un tel besoin de mener une bataille contre son propre camp? Bon, alors là, on parle de gens qui ont tourné Kazakh, mais de manière générale, Nicolas nous dira sans doute que ça s'est produit à d'autres moments de l'histoire. En fait, pour en finir sur cette question de la transformation sociale, plus généralement, peut-être que la manière la plus profonde de répondre à la question comment gouverner à gauche, c'est tout simplement de dire que la gauche a vocation à gouverner à partir de ses convictions et de ses valeurs, et qu'y renoncer ou les soumettre à un réel qu'on placerait au-dessus de tout pour les meilleures raisons du monde, ne nous est jamais pardonné. Je pense qu'il faut se rendre à l'évidence aujourd'hui. Le problème que nous avons, la gauche socialiste, c'est que nous sommes jugés insincères sur ce sujet. Ça, c'est un énorme problème et nous devons retrouver cette crédibilité en travaillant à partir de ces valeurs qui sont les nôtres et pas en négociant avec ces valeurs. Alors, en disant ça, je ne suis pas en train de dire que la droite aurait vocation à trahir ses valeurs. Contrairement à nous qui n'avons pas le droit, donc vous avez compris, de les trahir. Je suis en train de dire ça. Mais simplement, il me semble qu'il y a quelque chose chez la droite, dans la culture du pouvoir, qui intègre ce qu'elle appelle elle-même le pragmatisme, et qui, comme tel, est vécu comme une vertu à droite,
alors que nous, c'est vécu comme une trahison. Voilà, je dis simplement que nous nous distinguons de la droite de ce point de vue et que du coup, il faut vraiment travailler à fond sur nos valeurs pour n'avoir pas à les renier devant le réel. Alors évidemment, ne pas perdre de vue notre projet de transformation sociale, ça suppose quelque chose, ça suppose être lucide sur les résistances bureaucratiques et assumer la rupture administrative. Parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe une fois que vous êtes au pouvoir? La gauche s'appuie sur l'État pour transformer la société. Elle dépend ainsi de hauts fonctionnaires et des experts qui, parfois, pour ne pas dire souvent, désapprouvent les réformes sociales. Vous comprenez ça? Et que, en fait, on va avoir à ce moment-là une forme d'opposition politique qui va, de la part d'un certain nombre de hauts fonctionnaires, pas de tous les hauts fonctionnaires, mais de la part d'un certain nombre de hauts fonctionnaires et d'experts, une opposition politique qui va se déguiser trop souvent derrière une supposée neutralité technique, et souvent une inertie de l'administration qui, je peux vous le dire, suffit pour faire échouer des réformes. Et si vous en voulez un exemple précis, prenez à chaque fois que la gauche a créé de nouvelles prestations sociales, par exemple, le fait qu'on se retrouve systématiquement avec un taux de recours à ces prestations sociales qui est infiniment insuffisant, infiniment plus faible que ce qu'il aurait dû être. Nous voulions vraiment transformer la société, mais on se retrouve avec seulement 20% de gens qui sont au courant de telles nouvelles prestations sociales, etc. C'est quand même un sujet de mise en œuvre pratique de la réforme et de la transformation, alors qui, du point de vue d'un certain nombre d'experts ou de techniciens, mettons, de Bercy, est vertueuse. Moins on communique sur une prestation, moins il y a de gens qui demandent à en bénéficier et moins on a besoin d'y consacrer le budget. Mais du point de vue de nous, ce qu'on a réalisé et de la perception qu'ont les gens de ce qu'on a transformé la société ou pas, vous voyez bien que c'est là que ça coince considérablement. Et donc, la gauche doit mener la bataille de la haute fonction publique, la réformer, clairement. On a besoin d'une forme de spoil system, moi je pense à la française, sur un certain nombre de fonctions stratégiques pour pouvoir mener nos réformes à bien. Sans, cependant, comme l'a fait le président actuel, désarmer les cabinets politiques, ce qui est une erreur. Ça passe partout pour quelque chose d'extrêmement vertueux d'avoir des cabinets ministériels qui sont, je ne sais plus maintenant, réduits à 10 personnes au lieu de 20, quelque chose comme ça, mais en fait, pas du tout, parce que ça revient à donner aux seules administrations centrales les clés du pouvoir. Donc ça aussi, c'est un sujet. Je pense vraiment que cette question de l'administration devra être, la prochaine fois que nous aurons le pouvoir, traitée en priorité. Donc, transformation sociale, je sais que je suis trop longue, je suis désolée, je me dépêche. Transformation sociale, pour autant, il y a une autre chose que j'ai retenue. Je pense qu'il faut vraiment rejeter ce que j'appelle la radicalité incantatoire. Et ça, pour le coup, je ne dis pas qu'on n'a jamais besoin de radicalité. Hein. Il faut bien distinguer la radicalité, par exemple, sur les questions écologiques en ce moment, ou sur les questions d'égalité femmes-hommes. On a besoin de radicalité parce qu'il y a des choses qui ne bougent pas alors qu'elles devraient bouger, clairement. Ça, il faut complètement nous l'approprier et que ce soit au cœur de notre programme. Mais ce que j'appelle la radicalité incantatoire, c'est promettre des choses qui sont juste infaisables, intenables. Pourquoi? Parce que, évidemment, cette radicalité incantatoire, elle est complètement déceptive. Qu'elle n'est pas l'aiguillon de la réforme, concrètement, qu'elle est un épouvantail, lorsqu'elle est ultra clivante, qui en réalité empêche le rassemblement. Et je pense qu'en parallèle de refuser la radicalité incantatoire, ce qu'il faut qu'on fasse, parce que du coup, après, des gens pourraient vous dire, mais oui, mais du coup, en fait, vous ne changez pas vraiment les choses. Ce qu'il faut qu'on fasse, parce que la vérité, c'est qu'on change les choses, et y compris lors du dernier quinquennat sur un certain nombre de sujets, on a beaucoup changé de choses, c'est faire la pédagogie des avancées. C'est faire la pédagogie des avancées, ce qu'on appelle dans le mouvement social la pédagogie des luttes, parce que sinon, on désespère ceux qui nous soutiennent, et on alimente ce fameux confusionnisme, de toute façon, la droite et la gauche, c'est pareil au pouvoir. On a un vrai sujet avec ça, c'est de réussir à faire ce travail que clairement, donc la pédagogie des avancées, que clairement on n'a pas suffisamment fait durant le précédent quinquennat,
Mais pour pouvoir le faire, et d'ailleurs c'est marrant parce que les organisations syndicales se posent souvent les mêmes questions que nous, pour pouvoir faire la pédagogie des avancées comme elles font la pédagogie des luttes, eh ben, il faut nous qu'on assume la culture du compromis aussi. Parce que c'est la culture du compromis qui vous permet de dire bah, on a un peu avancé, on n'est pas allé au bout de ce qu'on aurait, mais on a un peu avancé, et puis à terme, ça donnera les résultats que vous espérez. La vérité, c'est que en fait, la société avance grâce à des compromis. Concrètement, la loi de Veil de 1975, c'est une loi de compromis initialement, et qui finit en fait par s'installer, et qui est aujourd'hui un acquis. Gouverner, ça reste quand même concilier des intérêts divergents et trouver une voie de passage entre eux. Sans un ancrage dans le réel de la société qui n'est pas toujours aussi en avance que ce qu'on souhaiterait, sans un ancrage dans le réel de la société, et bien concrètement, on fragilise les changements véritables. Et on finit par exemple par adopter des lois cathédrales avec des super beaux principes, etc., mais qui n'entrent jamais en vigueur dans la réalité. C'est pour ça qu'il faut assumer le compromis, parce que en fait, c'est comme ça qu'on change la société, même si ça prend un peu plus de temps, et que les avant-gardes soi-disant éclairées, en fait, vont toujours dans le mur et n'entraînent personne. C'est des questions sur lesquelles je me suis souvent arrêtée, aussi bien d'ailleurs dans ma casquette de ministre des droits des femmes que de ministre de l'éducation, sur des sujets où finalement vous vous retrouvez. Je me souviens par exemple, pardon, je fais une pause juste d'expérience personnelle, mais je me souviens comme ministre des droits des femmes sur les questions d'égalité dite de genre. À un moment donné, moi, quand je dis moi, vous passez votre temps à travailler sur ces sujets-là. Vous êtes entouré d'experts, d'intellectuels, d'associations qui connaissent toutes les difficultés qu'on rencontre encore aujourd'hui sur ces questions d'inégalité par cœur et qui savent qu'il faut avancer vers ça. Et donc naturellement qu'il faut passer par l'éducation, créer un programme d'éducation à l'égalité filles-garçons qu'on appelle les ABCD de l'égalité. Naturellement qu'il faut aborder la dimension du genre, soutenir les études de recherche sur le genre, etc. Donc vous avancez. Puis soudain, vous avez une première résistance, une deuxième résistance, les journées de retrait de l'école, des fake news à foison, vous essayez de transformer nos garçons en petites filles, etc., etc. Catastrophe nucléaire. Et là, vous vous retournez et vous vous rendez compte que, alors que vous pensiez, à force de parler à des gens qui étaient finalement aussi éclairés que vous sur le sujet, que tout le monde était éclairé pareil, vous vous rendez compte qu'en fait, la société, elle est des kilomètres derrière vous. Donc en fait, c'est ça que j'entends par, finalement c'est quelque chose qu'on apprend sans doute en exerçant le pouvoir, parce que je ne sais pas comment on le fait sinon, mais avoir une culture du compromis qui permet à ce moment-là de comprendre que on peut continuer à courir tout seul, hein, mais que la loi qu'on adoptera, en fait, elle ne rentrera pas dans les pratiques des gens, ou elle sera rejetée avec énormément d'hostilité, et donc il faut aller se mêler à l'opinion publique, refaire ce travail de pédagogie, etc., etc. Bref, préférer les avancées concrètes dont on peut rapidement mesurer les résultats, se battre pour que les lois qu'on fait adopter soient concrètement appliquées, les évaluer. Ça, c'est des choses beaucoup plus importantes que ce que j'évoquais en parlant de loi cathédrale. Dernier point. Vous en avez parlé un petit peu, Nicolas, mais en parlant de parlementarisme. Mais je pense qu'il y a un sujet pour la gauche au pouvoir aussi, chaque fois qu'elle y reviendra, c'est vraiment de repenser l'équilibre des pouvoirs. Alors, avec la gauche, je crois qu'on peut dire que la réalité du pouvoir et le quotidien du pouvoir se situent plutôt à Matignon qu'à l'Élysée, contrairement à la droite ou à la Macronie, où c'est le contraire. Mais on peut aussi dire que durant le dernier quinquennat, on n'a pas réussi à revitaliser le Parlement comme on aurait pu vouloir le faire. Et j'ai une vraie question, moi personnellement, ça m'intéresserait d'avoir votre réponse d'ailleurs, c'est est-ce que c'est faisable sous la Ve République de revitaliser le Parlement ? Le quinquennat de François Hollande a été celui d'un président de gauche qui essayait d'instaurer une jurisprudence de gauche dans le sens président normal, soucieux de l'équilibre avec les autres pouvoirs,
mais en vérité, il a été rattrapé assez vite par les événements, comme vous le disiez, par les circonstances, le Mali, les attentats, etc., qui ont fait que il se fait rattraper par le régalien, et donc on rebascule dans quelque chose de l'ordre du présidentialisme. Mais au-delà de cette partie nationale, de cette dimension nationale de la question de l'équilibre des pouvoirs, moi ce qui m'intéresse aussi, c'est la politique des territoires. Et je crois qu'aujourd'hui, par exemple, on nous parle souvent des territoires à toutes les sauces, notamment avec le Premier ministre actuel, mais je crois vraiment qu'on a une pratique de gouvernement qui est plus jacobine que jamais. Or, il ne faut pas oublier que la gauche, donc nous l'espérons quand elle reviendra, a une vraie tradition de décentralisation, de déconcentration. Moi, puisque vous évoquiez Rocard tout à l'heure, je me souviens que Rocard parlait même de la nécessité de décoloniser la France elle-même sous tutelle préfectorale. Donc voilà, je pense vraiment que gouverner à gauche, c'est aussi renouer avec cette tradition décentralisatrice et déconcentrée. Excusez-moi. Merci. Voilà, peut-être un dernier mot pour dire qu'il y a aussi une question qui se pose en termes de ce qu'on va appeler, pour tirer le fil de la normalité, mais non pas du président de la République, mais on va dire de la République et de ses élus. Il y a peut-être un fil de modestie, de frugalité dans le fait de gouverner à gauche, et qu'il faut penser loin des ordres du pouvoir, loin des apparats du pouvoir. Mais je voudrais dire à ce sujet qu'on peut être à la fois, et je le suis, conscient qu'il faut en effet moins d'apparat du pouvoir, etc., parce qu'on est dans une société qui demande quand même un peu comme dans les pays nordiques, à ce que tout ça soit plus accessible et un peu moins donne un peu moins l'impression d'être une rente. Et néanmoins, demander à ce que, sérieusement, le statut des élus soit renforcé. Parce que ça, c'est un problème qui n'est absolument pas réglé, et je trouve même qu'il y a beaucoup de questions aujourd'hui qui se posent. Alors, ça concerne plutôt les maires, par exemple, mais beaucoup de gens qui demandent à ce que les indemnités des maires soient revues à la baisse, etc., auxquelles j'adhère pas du tout. Moi, je ne comprends pas, compte tenu du temps que les maires consacrent à leur travail, de l'importance de leur responsabilité, ça me paraît honnêtement complètement surréaliste de les traiter comme nous les traitons aujourd'hui. Donc voilà, je pense qu'on peut à la fois demander un peu moins d'apparat et plus de frugalité à la République dans son ensemble, et en même temps reconnaître davantage l'engagement d'un certain nombre d'élus, et y compris leurs indemnités. Voilà, en quelques mots, j'ai été trop longue, mais je crois que j'ai à peu près répondu à la question. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais passer bien sûr la parole à Nicolas. Moi, ce que je note, c'est ce que vous avez dit, que je crois Alain Bergounod et Gérald Thunberg avaient montré, c'est que la droite intègre le pragmatisme comme une vertu, alors que la gauche le vit comme une trahison. Et je dirais que la gauche a aussi longtemps vécu la culture du compromis comme une trahison, ce qui forcément entraîne la déception. Et puis, moi j'ai été particulièrement intéressée par votre demande à la fin. Là, vous dites qu'il faudrait finalement renforcer le statut des élus, mais en ce moment, il y a quand même une désaffection pour la démocratie représentative qui est quand même très impressionnante. Moi-même, en tant qu'enseignante, je le vérifie chaque jour chez mes étudiants. Donc là aussi, gouverner à gauche quand la démocratie représentative, on n'y croit plus, bien, je ne sais pas. Enfin, Nicolas va répondre à tout ça. Bon, je vais reprendre la parole juste 2 minutes, et il faut que la salle puisse parler, poser des questions. Alors, juste 2 choses, parmi beaucoup d'autres que j'aurais pu garder, mais je garde 2 choses seulement, parce que je ne l'avais pas non plus abordé dans mon topo. La gauche a été historiquement, même du point de vue de l'organisation, ancrée dans le social. Je me souviens que, par exemple, le Rassemblement populaire, l'autre nom du Front populaire, était une alliance non pas entre 3 partis, je ne sais plus combien de nombres, une vingtaine, une trentaine d'organisations, puisqu'il pouvait y avoir les associations de tout type, les syndicats. Donc, cet ancrage dans le social, en période de crise de parti, et ça ne vaut pas simplement pour la gauche, d'ailleurs, en période de crise de parti, on a un premier
il y a déjà une crise de la Noria. En haut, le parti, ou ce qui peut rester de parti, ne va pas très profond dans la société pour ramener de l'information, de la contestation ou des idées nouvelles. Mais donc, il y a déjà ce problème-là. C'est-à-dire que gouverner à gauche, parmi les problématiques que nous avons mentionnées, en rajouter une autre, c'est qu'est-ce que ça peut vouloir dire aujourd'hui gouverner à gauche alors qu'on n'est plus dans la démocratie des partis. Mais il y a aussi un point d'inquiétude dans l'autre sens de la Noria, c'est-à-dire les mouvements sociaux les plus récents n'ont pas voulu d'un relais vers le haut. Bon, les Gilets jaunes en sont l'exemple même. Ce qui fait que la crise est encore plus inquiétante de ce point de vue-là. Ceux qui doivent être entendus ne veulent pas être entendus par ceux qui voudraient les entendre. Et ceux qui sont prêts à entendre ceux qui devraient être entendus n'ont plus l'organisation pour les entendre. C'est ce que je veux dire, quoi. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, le rapport aux institutions. Alors, par boutade, on pourrait dire les expériences marquantes à juste titre. Quand je parlais du mythe des 100 jours, ce n'était pas pour le dénigrer. Les expériences marquantes de la gauche dans l'histoire, elles se sont fait avoir, vous me permettez l'expression familière, elles se sont fait avoir par le régime parlementaire, 3e, 4e République, c'est-à-dire l'instabilité gouvernementale, donc 1 an pour Blum, 7 mois pour Mendes. C'était donc une première problématique, faute pour la gauche d'avoir pensé le constitutionnalisme. Et là, sous la 5e République, en quelque sorte, c'est l'inverse. La gauche a été étirée dans le temps, absorbée dans le gouvernementalisme sur la durée. Donc la durée a été conquise, gagnée, mais absorbée dans, effectivement, l'objectif d'un président, ça c'était Mitterrand, se maintenir à tout prix, se succéder à lui-même. Et on peut pas dire que ça a été le péché de François Hollande, puisqu'il a eu l'élégance de ne pas se représenter d'une certaine manière. Mais le péché originel, je fais presque une réflexion de vieux gaulliste que je ne suis pas, ou c'est ce que disait Raymond Barre à l'époque. Péché originel, c'est peut-être la cohabitation. De ne pas avoir accepté le principe gaulliste, un président qui perd des élections, peu importe qu'elles soient présidentielles ou législatives. La législative, c'est aussi le peuple qui s'exprime. Et de ne pas avoir l'accountability, comme on dit à Sciences Po, la responsabilité de l'exécutif. Ne pas avoir démocratisé l'expression de la défaite de 86 par la démission du président. Voilà, donc c'est simplement, la gauche s'est fait avoir par le parlementarisme, l'instabilité du parlementarisme, et elle s'est fait avoir sous la 5e par les vices du présidentialisme. Et entre les deux, eh oui, c'est complexe. Comment penser à un Parlement plus fort dans la 5e République? Je ne pense pas forcément à une 6e République, une 6e Constitution. Nous, Français, on commencerait à être de plus en plus ridicule à être champion du monde des constitutions. Ça devient un petit peu un bac à sable, une cour de récréation. Il faut plus probablement faire passer le constitutionnalisme à l'échelle de l'Europe. Elle en a bien besoin. Mais en tous les cas, on peut aussi faire des changements tout en n'étant pas forcément la 6e République. Une constitution refaite de A à Z peut être des changements radicaux. Moi, par exemple, j'ai toujours pensé que sur un certain nombre de sujets, la réforme des retraites, une réforme de l'éducation nationale, ça pouvait passer par un travail parlementaire, notamment une sorte de super commission, avec un impératif de majorité qualifiée, à 2/3. Alors c'est un peu utopique, hein, c'est mon côté protestant, mais peut-être que ça peut être aussi un moyen d'obliger à créer une majorité d'idées, éventuellement en partie transpartisane, pour arriver aux 2/3. Donc la réforme des retraites en Suède, j'ai lu un bouquin là-dessus très intéressant. Ils ont enfermé, vous voyez, comme un jury d'assises, au fond, ils ont enfermé une commission composée de tous les partis politiques en leur disant, vous vous réunissez, vous prenez le temps qu'il faut, ça a quand même pris 2 ans, et vous nous sortez une réforme fondamentale des retraites. Et les sociodémocrates ont imposé une partie de leur programme, et les conservateurs un petit peu
une autre partie. Alors, ce qui fait que quand il y a une récession en Suède, les pensions de retraite baissent. C'est pas drôle. C'est des protestants austères. Ils sont prêts à avaler ça. Donc, effectivement, les pensions de retraite de nos amis suédois de plus de 65 ans ont baissé, je crois, en 2010 et 2011, pendant 2 ans. C'est-à-dire que quand l'ensemble de la machine économique ne produit pas les dividendes du social, si c'est temporaire, ça serait... Mais après, c'est reparti à la hausse. En tout cas, bon, il y a des procédés qui reviennent à la démocratie parlementaire et il y a des choses qui, à mon avis, sont trop fondamentales, trop sérieuses pour être laissées, effectivement, à la machine exécutive dont vous parliez et dont vous plaignez, je pense, à tout à fait à juste titre. Je veux dire, si j'avais une réaction à faire, ce serait justement sur ce dernier point, parce que moi je trouve ça très intéressant, cette histoire de faire voter à une majorité qualifiée par le Parlement sur des grands sujets. Alors du coup, j'étais en train de réfléchir à la question des réformes éducatives, par exemple. Parce que le bémol qu'on pourrait vous opposer, c'est de vous dire, oui, mais du coup, vous ne faites pas vraiment de transformation parce que vous ne pouvez pas adopter des réformes un peu radicales vers plus de mixité scolaire, etc., ou d'égalité scolaire. Mais en même temps, je m'arrêtais moi-même, vous voyez, c'est une réflexion en cours, je m'arrêtais moi-même en me disant que votre idée néanmoins demeure importante et intéressante parce que c'est ce qui permet de créer du consensus et que la réforme ne soit pas détricotée au bout de 3 ans, parce que c'est tout le problème qu'on a notamment en matière éducative. Donc il ne faut pas la rejeter, et que peut-être la bonne façon du coup de pallier la difficulté que j'ai évoquée, c'est justement de faire jouer à la société civile le rôle qu'elle joue. Qu'elle joue un peu dans certains domaines, qu'elle ne joue peut-être pas suffisamment, par exemple en matière éducative. Je m'explique un instant. Puisque je suis à la tête d'une ONG de plaidoyer aujourd'hui, je suis particulièrement bien placée pour savoir comment nous procédons dans les ONG de plaidoyer. Mais le problème, c'est qu'il n'en existe pas sur tous les champs. Comment nous procédons? Donc notre métier, c'est de faire en sorte que recule l'extrême pauvreté dans les pays les plus pauvres du monde, et que à chaque fois que des maladies connaissent des traitements, enfin qu'on invente des traitements pour des maladies, eh bien que ces traitements ne soient pas réservés aux pays riches, mais qu'ils arrivent aussi dans les pays les plus pauvres. Bon, ça, il se trouve que c'est notre domaine. Comment est-ce qu'on fait concrètement pour y arriver? On fait du plaidoyer en permanence auprès des gouvernements, des institutions internationales, du G7, du G20, pour que soient alloués des financements importants qui se chiffrent en milliards de dollars vers ces objectifs. À l'échelle d'un pays comme le nôtre, et dans un système institutionnel comme le nôtre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va beaucoup plaider auprès de l'Élysée, auprès du ministère des Affaires étrangères, mais beaucoup plaider aussi auprès des parlementaires. Donc en fait, nous faisons du lobbying. Vous avez employé le terme tout à l'heure, vous avez absolument raison, c'est du lobbying pour l'intérêt général. Et en fait, nous faisons du lobbying qui nous conduit en réalité, y compris, alors c'est d'ailleurs assez amusant, hein, pour ceux qui sont un peu fans de la série À la Maison Blanche, ils reconnaîtront un peu ce dont je parle, c'est avoir un petit tableau avec des noms de parlementaires qu'il faut faire basculer et comment est-ce qu'on essaie de les convaincre de la pertinence de nos arguments pour qu'ils soutiennent des amendements qui sont présentés ensuite, etc. Donc pour revenir à votre idée de majorité qualifiée, y compris par exemple sur les sujets éducatifs, dans ce cas-là, on aurait besoin d'une société civile, progressiste entre guillemets, faite d'associations, d'ONG, etc., qui parle à l'oreille des députés, y compris des députés conservateurs, pour les faire basculer progressivement vers des thèses progressistes, en tout cas celles que personnellement je serais, que je défendrais, sur la question de l'école, pour qu'on arrive à obtenir cette majorité qualifiée. Donc en fait, c'est intéressant parce qu'on retombe sur cette idée qu'il faut vraiment que le pouvoir de gauche, puisque le sujet c'est gouverner à gauche, s'appuie sur la société pour l'aider y compris. Pas simplement pour que le pouvoir aide la société, mais pour que la société aide le pouvoir à finalement faire cette transformation culturelle avant de faire la transformation sociale. On va laisser la parole maintenant à la salle, donc si vous avez des questions, allez-y. Monsieur? Oui, gouverner à gauche. Avec quelle gauche? Est-ce que la gauche existe encore aujourd'hui? Il y a un sondage récent qui montre effectivement qu'au deuxième tour de l'élection présidentielle future, il n'y aurait pas de candidat de gauche, puis des candidats de droite qualifiés. Mais alors on aurait un candidat qui serait élu peut-être avec 40% de participation. C'est un risque de 2022. Comment construire une gauche que cette gauche soit présente au second tour de l'élection présidentielle? Tout ce qu'on peut dire, c'est bien, mais si on n'est pas présent, ça restera des idées.
la question que vous avez posée, vous gouvernez la gauche. Oui, c'est ça. C'est un peu... Bon, d'abord, c'est pas simple de répondre à votre question, parce que si c'était simple, je pense qu'on n'en serait pas là. Mais la seule chose que je peux partager à ce stade, c'est que, vous savez, quand il y a eu les élections municipales, dans la période avant Covid, donc dans la période de campagne, j'avais pris un peu de temps personnellement pour faire le tour d'un certain nombre de villes pour soutenir des camarades socialistes, notamment, enfin, ou de gauche d'ailleurs, plus généralement, qui se présentaient aux élections. Et ça a été très instructif pour moi cette période, parce que je l'ai fait à peu près sérieusement et je suis allée dans plein d'endroits, y compris de communes assez éloignées, enfin, ou petites. Et j'ai vu plein d'hypothèses dans les listes qui étaient présentées, donc s'agissant de la gauche, soit tirée par un socialiste, soit tirée par un écolo, mais avec les socialistes qui le rejoignent, le PC, la France Insoumise ou pas, etc. Et en fait, ce que je garde de tout ça, c'est un cas de figure qui est revenu le plus souvent quand même, qui est le rôle des collectifs citoyens, le rôle en gros de la société civile, pour le dire rapidement, à l'échelle de la ville. C'est-à-dire que très souvent, à l'échelle de la ville, des habitants se sont constitués dans ces collectifs qui sont allés voir ensuite les différents partis politiques de gauche et qui leur ont imposé l'union, là où ces derniers n'avaient pas réussi à en trouver le chemin toutes seuls. Et ces collectifs leur ont vraiment imposé l'union. Alors après, cette union, du coup, elle prenait une forme différente. Le cas le plus extraordinaire, c'est finalement une liste avec à sa tête quelqu'un du collectif citoyen, mais soutenu par tous les partis de gauche. Moi, j'ai vu des choses comme ça. D'autres cas où vous retrouvez du coup des candidats des autres partis. Voilà, Marseille est un cas intéressant. Donc moi je pense que si on essaye de transposer ça à une échelle nationale, ça peut paraître utopique, mais en fait peut-être que c'est de la société civile que le salut viendra, là en l'occurrence la société civile de gauche, celle qui vraiment aspire à avoir une union de la gauche. Comment est-ce que ça se fabrique ça? En fait, ce qui serait idéal, c'est un peu comme ce que j'évoquais sur l'éducation tout à l'heure, les fameuses rencontres de Bobigny, c'est d'avoir des rencontres qui s'organisent avec des tas d'acteurs, d'associations, d'ONG, de syndicats, voilà, et qui, d'une certaine façon, imposent à tous nos partis de gauche de s'entendre. Mais sinon, je ne vois pas, honnêtement, tel que c'est parti aujourd'hui, comment est-ce qu'on passe par-dessus les égos, les batailles de personnes, enfin, sauf si Nicolas, vous voyez autre chose que moi, mais... Donc moi, je vois, le salut ne peut venir honnêtement que de la société civile de gauche, donc alors ça se fera pas en une seule étape, en un seul forum qui va s'improviser du jour au lendemain, mais je pense que chacun à l'échelle de nos territoires, on peut faire s'élever une dynamique comme celle-là, signer des appels à l'union, organiser des choses à l'échelle des territoires qui à la fin donnent quelque chose de plus fort. Oui. Je voudrais juste ajouter aussi que la société civile est effectivement une valeur centrale de la gauche, le sémite, très important. Mais dans la situation actuelle, l'invocation de la société civile ne peut pas faire l'économie de la représentativité des personnes qu'on a affublées du terme de société civile. C'est-à-dire que si faire remonter la société civile par collectif citoyen jusqu'à des pouvoirs, par exemple la conquête d'une mairie, en fait revient à une sélection darwinienne qui ça peut provoquer, une sélection darwinienne de groupes qui ne sont pas représentatifs de la ville et de la société. Du coup, la société civile trahit la société. Et c'est pas forcément bon, ni pour la gestion municipale, ni pour l'image. Bon, je vais faire un peu de BFM de base, si vous voulez, mais c'est vrai que les affaires des écolos à Bordeaux, à Lyon, si c'est lié au fait qu'en fait, en invoquant la société civile, on a juste créé une petite filière, un petit ruisseau, qui va de groupes extrêmement décidés, avec des idées très fortes, mais qui ne sont pas représentatifs de la société autour, on en arrive à l'absurdité de vouloir l'histoire du sapin de Noël. Enfin, donc, et ça fait évidemment des dégâts sur l'image même des écologistes. Du coup, c'est un pavé dans la mare contre Jadot. Ça a peut-être été fait pour ça, d'ailleurs. Bon, donc, l'invocation de la société civile est la base de la gauche. Mais la question de la représentativité ne se pose pas seulement pour les parlementaires, elle se pose bien sûr pour ceux qui s'auto... Voilà.
c'est ce qu'on appelle un problème classique, une minorité active dans la sociologie. D'autres questions? Il y a une dame là-haut, oui. En rouge. En rouge. Elles sont deux. Alors, je n'ai pas de micro, j'espère que vous m'entendrez malgré le masque. Moi, avant même de me poser la question gouverner à gauche, je me demande aujourd'hui, gouverner, aujourd'hui, c'est quoi? Alors, j'ai écrit comme ça quelques questions qui me viennent, moi, en tant que citoyenne, et qui me viennent au quotidien. Je ne suis pas politique, j'étais une ancienne travailleuse sociale, hein, pour vous situer. Mais il se trouve que mon métier était éminemment politique. Et que ces questions-là, je me les pose de plus en plus. Donc moi, pour moi, je me demande si la gauche peut véritablement gouverner avec le libéralisme ambiant actuel, avec des lobbies aussi puissants qu'on retrouve absolument partout. Et moi, je pourrais parler de mon domaine qui était l'éducation spécialisée. Et même dans ces endroits-là, on retrouve les lobbies. Donc, ces gens-là possèdent absolument tous les codes. Et ces gens-là, pour moi, dirigent le pays. Alors ça, c'est une première question que je me pose en tant que citoyenne. Deuxième question, où se situe l'Europe? Alors moi, excusez-moi de si peu, mais encore une fois, bon, j'étais aussi syndicaliste, hein, je le dis au passage. L'Europe, dans quel intérêt cette Europe travaille? Moi, je n'ai pas à m'en poser 36 de questions. Mais j'ai tellement vu l'Europe aller à l'encontre de nos intérêts de salariés, d'aller contre l'intérêt des familles dont on s'occupait. Et on pourrait en donner, enfin moi je pourrais écrire un bouquin là-dessus. Parce que malheureusement, quand on a travaillé longtemps dans le travail social, on s'est rendu compte de cette déliquescence qui était évidente. Donc ça, où se situe l'Europe? Ensuite, je me demande, je reprends mes petites notes, où est notre souveraineté avec une Europe autant décalée? La question reste évidente pour moi. Qui sont nos élus? Qui représentent-ils aujourd'hui? Parce que moi, la plupart du temps, je vote à gauche, sans état d'âme, je voterai toujours à gauche. Mais est-ce que ces gens-là travaillent pour nous? Pas convaincu. Et alors, je termine par le rôle des médias et leur financement, qui pour moi, il est évident. Quand j'entends 4 personnes de droite sur un plateau, je me dis, mais où sommes-nous, la gauche? Voilà. Donc, excusez-moi d'avoir été aussi longue, mais voilà toutes mes questions en tant que citoyenne. Alors, je ne suis pas sûre que vous puissiez répondre à tout. Vous voulez réagir sur l'Europe, la représentativité des élus? Non, mais en fait, peut-être, en fait, tous les sujets se recoupent, parce que, en réalité, ce que vous dites, c'est que la gauche doit gouverner dans un ensemble de contraintes qui soit lui rendent la tâche impossible, soit l'obligent, en fait, à revoir tout son programme. Hein. C'est bien ça que vous dites. Et notamment sur le dernier aspect qui est la question médiatique, parce qu'elle est absolument essentielle, puisque c'est la question culturelle. C'est au fond, si on a perdu nos batailles culturelles, c'est aussi parce qu'en effet, on n'est pas représenté, contrairement à une idée reçue d'ailleurs qui veut que, soi-disant, toute la presse serait de gauche. On entend souvent ça dans les discours de droite, j'ai vraiment jamais compris, mais enfin bon. Donc en fait, la question qu'on peut se poser, et là pour le coup l'historien peut peut-être nous aider, c'est est-ce que par le passé on a déjà été dans cette situation de minorité en réalité culturelle, médiatique? Bon, évidemment, il n'y a pas rien de comparable parce qu'on n'avait pas autant de chaînes d'infos continues et tout ça, mais et comment est-ce qu'on se relève de ça? Parce que en fait, il y a la possibilité de créer un monde à part, d'une certaine façon, un peu ce que je disais à propos de l'économie sociale et solidaire tout à l'heure, donc de créer des mécanismes à part. Alors vous avez des hommes et des femmes politiques qui, par exemple, vont créer des chaînes YouTube pour s'exprimer directement ou créer un contact direct avec leurs électeurs.
Mais est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça suffit? Parce que malgré tout, il y a un rouleau compresseur médiatique qui impose quand même certaines idées reçues. Qu'est-ce qu'il en a été dans l'histoire et comment est-ce qu'on se relève de ça? C'est compliqué de répondre. Oui, mais pour répondre à Madame, j'avais mentionné dans mon exposé justement que maintenant la question c'est tout simplement gouverner. Avec quel instrument? Et gouverner, c'est exercer une souveraineté. Point. Donc si la souveraineté n'est plus dans le gouvernement national, soit vous dites on la rapatrie, soit vous faites, peut-être, certains peuvent considérer que c'est une fuite en avant, on essaye de faire que le gouvernement européen assume d'être souverain, ce qu'il ne fait pas. Il ne le fait pas pour les migrants, il ne le fait pas pratiquement dans rien, puisque c'est une gouvernance et pas un gouvernement. Mais, voilà, c'est vraiment pascalien, hein, comme dilemme. Moi, ma réponse, tout le monde s'en fout, c'est une réponse personnelle et ça ne regarde que moi, c'est quand même de continuer à croire dans une union plus grande. Alors, pour les médias, je pense que si on fait une histoire, et des collègues l'ont fait, une histoire des intellectuels, une histoire du monde intellectuel français, alors on peut assez bien la faire. Mais on se rendrait compte qu'il y a des oppositions de lieux. On dit des champs. Par exemple, la Troisième République était frappante. Dans la Troisième République, le pouvoir intellectuel académique était de droite, largement. On a commencé par l'Académie française. Mais par les avant-gardes, il était de gauche. Donc, après, c'est difficile de savoir. Disons qu'il y a eu un pouvoir intellectuel de gauche, quand même. On se souvient, on en parlait avec Noéline tout à l'heure. Tu parlais des collègues, des professeurs d'histoire. On a tous eu des professeurs d'histoire, sauf exception, de gauche et très à gauche. Moi, mes professeurs dans mon collège, lycée de banlieue, étaient communistes, voilà. Ou plus à gauche encore. Alors, mais je pense, si vous me permettez, Nicolas, je pense que la différence, en fait, c'est que ce que vous appelez l'avant-garde éclairée de l'époque, elle s'exprimait dans des canaux qui étaient les canaux usuels et par lesquels on touchait y compris potentiellement l'opinion publique. Aujourd'hui, on a un problème qui est que les canaux par lesquels on touche l'opinion publique, qui sont, je sais pas moi, l'émission de Cyril Hanouna et je sais pas quoi, ce sont des canaux que, pour des raisons tout à fait légitimes, les intellectuels avant-gardistes de gauche refusent d'utiliser. Je le vois, hein, je vous ai dit que j'avais développé une collection d'essais exprès pour ça, parce que je trouve qu'un certain nombre de chercheurs qui pourraient nous dire des choses différentes de ce qu'on entend sur les chaînes d'info continue ne sont pas entendus dans l'espace public. Mais en fait, ces chercheurs, ils vous disent, moi j'ai pas envie de résumer ma pensée en un tweet de 140 caractères, de la tronquer et voilà, et de déclencher une polémique que je ne maîtrise plus. Donc c'est ça le sujet, c'est qu'on est dans une situation un peu inédite où en fait les canaux ne peuvent par définition être utilisés que par des gens dont le commerce est de créer de la dispute, d'en rajouter, de créer de la haine. Comment on s'en sort de ça ? Oui, c'est exactement ça que je voulais dire, c'est qu'en fait, la différence historique, c'est pas qu'aujourd'hui, je pense que c'est devenu impossible de mesurer si c'est plus la droite qui détient le pouvoir intellectuel, c'est un vieux livre de Régis Debray, le pouvoir intellectuel en France, ou la gauche. Parce que maintenant, c'est devenu incommensurable, pas mesurable. Il y a des chaînes YouTube, effectivement, donc maintenant, c'est plus le fait que les chercheurs, les intellectuels, refusent effectivement tous ces nouveaux canaux. Alors du coup, et à l'heure où certaines revues connues, le débat, se sont abordés. Donc voilà, ça c'est... Et moi, je veux dire, quand on discute avec un certain nombre d'universitaires, etc., alors là, si vous voulez, vous avez des universitaires qui assument totalement, alors même si on leur disait tu as de la place pour t'exprimer, non, de toute façon, ils sont dans leur niche, ils sont dans leur sujet d'hyper-spécialisation, et les meilleures carrières se font quand on est hyper-spécialisé et quand on ne parle pas public, quand on ne va pas au public. Donc vous avez aussi ce problème universitaire, ce problème interne, mais qui non seulement dissuade l'émergence, alors soyons pompeux sur l'émergence intellectuelle, mais beaucoup ne voient même pas où est le problème. C'est obsolète.
c'est le pire, c'est que c'est obsolète de parler public. C'est contre-productif. Je veux dire, moi, par exemple, dans mon CV, je ne mentionne pas les 2-3 articles que j'ai pu faire dans des revues, dans des revues intellectuelles. Parce que ça va être considéré comme pas scientifique. Voilà. Parce que vous avez la division entre les revues scientifiques que personne ne lit et les revues qui sont en train de mourir, ou peut-être qu'il faut les réinventer d'ailleurs, il faut probablement les réinventer par les techniques d'information. On peut penser par exemple le succès que rencontre AOC, c'est justement parce que le support est nouveau. Bon. Mais il n'empêche que, de même qu'un article d'ailleurs assez court qu'on fait dans AOC, on ne va pas le mettre dans sa fameuse liste de publication. De toute façon, cette liste de publication, c'est une imposture totale. Parce que plus elle est longue, plus c'est comme le nez de Pinocchio. Vous faites croire que vous travaillez parce que vous faites de la multiplication. Et parfois en mettant votre nom sur la couverture, en étant un pseudo-directeur. En bref, je ne peux pas me laisser à dire ça. Ça m'énerve. Oui, moi je voulais vous interroger. Vous avez tout à l'heure, madame, parlé de notamment votre vision de la société, vous faites davantage s'appuyer sur les citoyens, les initiatives, etc. La décentralisation, donc là vous êtes dans une vision qui est assez libérale, au fond, politiquement, un peu girondine d'ailleurs, qui tranche avec la vision jacobine qu'on peut voir dans une partie de la gauche depuis la Révolution. Mais moi justement, la question que j'ai à vous poser, c'est à l'heure où une grande partie de la population demande un pouvoir, une autorité, une verticalité, on voit que les militaires reviennent un peu à la mode, est-ce qu'il ne faudrait pas justement, pour faire des vraies mesures sociales de gauche, pour privilégier les intérêts du peuple et de la souveraineté, avoir un pouvoir fort qui transcende les clivages, les partis, les intérêts de la bourgeoisie, comme avait pu le faire le général de Gaulle, et pour véritablement avoir la force de gouverner, pour reprendre le terme du livre de Nicolas Rousselier, imposer des mesures, transcender les clivages et prendre l'intérêt supérieur de la France et des Français comme seule ligne de compte dans les réformes sociales. Ça peut être votre opinion, mais c'est pas la mienne. Enfin, je pense que c'était à peu près l'objet de mon intervention d'expliquer que c'était pas la mienne. D'ailleurs, entre parenthèses, vous savez, c'est ce que vous dites néanmoins est résonnant avec le livre qu'on vient de sortir avec Sandra Logier, que vous évoquiez tout à l'heure, La société des vulnérables. Parce que, en fait, justement, on fait l'analyse de la façon dont la crise du Covid-19 et le confinement ont été gérés dans ce pays. Et honnêtement, notre regard est sur un certain nombre de dimensions plutôt négatives, vous l'aurez compris. Pourquoi ? Parce qu'on pense que l'erreur fondamentale qui a été faite, c'est de déclarer la guerre au Covid comme si c'était un ennemi extérieur, en prenant une allure martiale, un discours autoritaire, en moquant les citoyens et leurs achats de précautions, etc., etc. Alors qu'en fait, on est typiquement dans ce type de défi auquel il va de plus en plus nous falloir répondre, parce que le changement climatique, ce sera pareil, qui nécessite non pas ce discours martial et autoritaire, mais la responsabilisation de la société, le fait de s'appuyer justement sur la société pour répondre, déjà de voir ce que la société est en capacité de faire. Concrètement, pendant le confinement, dans les quartiers populaires, par exemple, qui ont été beaucoup stigmatisés, beaucoup montrés du doigt, on a vu énormément de gens qui se démenaient pour créer de l'aide alimentaire pour leurs voisins qui s'en sortaient plus, enfin, voilà. Donc dans les EHPAD, on a vu des employés d'EHPAD qui prenaient d'eux-mêmes la décision de s'enfermer avec les personnes âgées pour les protéger. Donc en fait, de la société viennent des choses absolument fabuleuses que, un, il faut à minima valoriser, reconnaître que ça fasse partie du récit, et deux, sur lesquels s'appuyer pour gérer ensemble cette crise. Et donc c'est le contraire de l'autoritarisme, c'est le contraire des décisions descendantes. Et je pense vraiment que pour le changement climatique, ça va être la même histoire. On ne peut pas simplement... Parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on lit parfois, y compris à propos de l'écologie. On se dit, est-ce qu'il ne faudrait pas un bon petit pouvoir autoritaire écologique pour mener la transformation dont on a besoin? Non, j'y crois pas du tout. Non. Il y a une dernière question par rapport à ce texte. Vous avez parlé de l'élection municipale, des différents de gauche, grâce à la société civile de gauche. Et je sais que dans la ville, c'est la mission au moins initiée. C'était laquelle de ville? Maison Lafayette. Je vois ça arriver dans les municipales, dans les enjeux sont locaux. Et il n'y a pas de question nationale à répondre, mais dans les présidentielles, je ne vois sincèrement pas comment ça peut arriver. Oui, non, mais je
suis d'accord et je comprends votre question. C'est pour ça qu'il faut garder toute la mesure de ce que je dis, c'est-à-dire que quand je dis transposer, ça ne veut pas dire que, en fait, au niveau national, ça ne peut pas se faire à l'échelle d'individus. À un niveau local, je pense qu'un collectif citoyen se constitue à l'échelle d'individus parce que les problèmes sont appréhendables, on va dire, à l'échelle d'hommes, à l'échelle d'individus. Au niveau national, je pense qu'il faut que ce soit à l'échelle de corps déjà constitués. Donc en fait, il faudrait transposer ça et en faire la même chose au niveau national, pas tant avec des individus, mais avec des syndicats, des associations de terrain, des ONG, voilà, c'est plutôt des collectifs constitués, pourquoi pas d'artistes, du monde de la culture. Enfin, je pense que l'idéal, ce serait que quelqu'un d'une certaine façon se sacrifie, c'est-à-dire indique dès le début qu'il n'a aucune ambition présidentielle, mais qu'il est prêt pendant les 18 mois qui viennent à organiser cette rencontre de la société civile en s'appuyant sur des collectifs déjà constitués qui puissent finalement se mettre à peu près d'accord sur un squelette de programme de gauche et qui ensuite reçoivent, je vous dis mon idéal à moi, hein, après peut-être que c'est pas réalisable, mais qui ensuite reçoivent tous les candidats potentiels de la gauche, leur fassent passer en quelque sorte des auditions pour entendre ce qu'ils ont à dire et comment est-ce que ça correspond finalement à ce minima requis, et qu'ensuite soit organisée une forme de primaire au sein de ce grand collectif. Pour qu'on évite les écueils de la primaire telle qu'on l'a connue en 2017, c'est-à-dire en gros, y compris des sympathisants de droite qui viennent voter par stratégie, calcul, etc. Mais qu'on ait une primaire quand même, parce que sinon, moi, je ne vois pas très bien comment on décide de qui sera le candidat, et qu'à la fin, il faut bien quand même qu'il y ait une règle dans laquelle les gens se soutiennent, même quand ils n'ont pas été choisis. Donc voilà, dans l'idéal, je pense que ce serait bien d'avoir un mécanisme comme ça qui court sur 18 mois, avec peut-être qu'il y a besoin d'une personne qui dise « Bon voilà, moi je n'ai aucun ego, aucune ambition, et je vais vous organiser ça. » Très bien. Il y a des volontaires? Ou alors tout le monde a des égos et des ambitions? Ce sera le mot de la fin, puisque nous devons libérer à l'heure pour permettre le trait. On remercie.